communication, je vous présente une exploration théorique, un petit peu des liens entre science-fiction et hypermédia que je viens tout juste d'entamer. Cette réflexion en cours est marquée, vous le verrez, par les défis de la multidisciplinarité. Donc, vous m'excuserez s'il y a certaines imprécisions. Donc, l'histoire de la science-fiction est marquée par sa transposition successive d'un support à un autre. D'abord roman, la science-fiction se popularise ensuite grâce aux pulp magazines au début du 20e siècle. Ces revues populaires et bon marché intègrent des images au court récit sous forme d'illustrations ou de bandes dessinées et facilitent ce que l'historien et écrivain de science-fiction Adam Roberts va qualifier du tournant visuel du genre. Nombreux cinéastes vont développer cette esthétique science-fictionnelle distincte qu'on reconnaît aujourd'hui aisément par ses images spectaculaires et ses représentations de la nouveauté ou de l'inédit. Mais pour moi, l'importance de ce passage au cinéma est moins la consécration d'une esthétique propre au genre qu'une adéquation entre la forme et le contenu. La science-fiction est dès lors incarnée par les technologies émergentes, technologies qu'elle commente et fictionnalise, créant de ce fait la possibilité d'une réflexion sur la matérialité des œuvres, soit leur support, et de son incidence sur le récit. C'est dans cette optique aujourd'hui que j'aborde l'une de ses dernières conversions médiatiques, c'est-à-dire sa remédiation en ligne. Donc, je vais essayer de démontrer, grâce à l'analyse de l'œuvre Time Traveler TM de l'artiste Mohawk Skawinati, qui est une artiste montréalaise, que le dispositif hypermédiatique engendre une expérience distincte du récit de science-fiction qui vont servir les visées critiques de l'œuvre. Mais tout d'abord, permettez-moi une brève incursion au sein des théories de la science-fiction. Ce détour permettra de renforcer les liens entre le genre de la science-fiction et sa remédiation en ligne. Donc, Darko Suvin, en 1979, postule dans l'ouvrage Metamorphoses of Science Fiction on the Poetics and History of a Literary Genre que la science-fiction est un estrange genre. Cette expression, qui a eu une importante fortune critique au sein du champ, désigne l'expérience de défamiliarisation que génère la science-fiction. Pour le théoricien, elle s'opère de plusieurs façons. Elle agit au niveau formel, donc au moyen de stratégies narratives qui dénotent l'étrangeté, au niveau fictionnel, en édifiant un monde aux règles uniques et insolites, et au niveau qu'il appelle perceptuel, en incitant une comparaison entre le monde fictionnel, vous l'aurez compris, et le monde empirique du destinataire. En d'autres mots, pour Suvin, la science-fiction repose sur l'introduction de ce qu'il appelle un novum, qui est un élément nouveau, qui s'incarne dans la forme, le contenu, et qui occasionne un sentiment de distanciation cognitive chez le lecteur ou la lectrice. La notion phare, donc, de cognitive estrangement de Suvin renvoie à toutes ces stratégies simultanément. Elle désigne le tout de la science-fiction, sa configuration et sa refiguration, pour emprunter les termes de Paul Ricoeur. On peut donc affirmer que Suvin, dans un effort de légitimation du genre, construit une théorie totalisante en généralisant la notion d'estrangement à la somme du récit. Défamiliariser ou rendre le familier étrange, selon lui, c'est la force critique de la science-fiction. Il écrit d'ailleurs « Since freedom is the possibility of making it different, aesthetic quality is in sci-fi, as in any metaphoric text, correlative to its ethical, political, liberating qualities. » Donc, son potentiel politique réside dans sa capacité à émanciper la pensée. Simon Spiegel, professeur en études cinématographiques à l'Université de Zurich, resserre néanmoins cet usage du terme « cognitive estrangement » qu'il trouve problématique, et ce, avec raison. Dans un article tiré de sa thèse, il note que la littérature science-fictionnelle, loin d'introduire des éléments nouveaux au niveau de la forme, tend plutôt à reproduire des modes assez classiques de narration. Le roman de science-fiction, et là nous nous exprimons de manière générale, est transparent. Il invite à l'engagement du lecteur ou la lectrice qui doit croire à la vraisemblance de la vision futuriste représentée. C'est cette qualité immersive du roman qui produit, selon Spiegel, la distanciation cognitive.
Le monde représenté dans le roman doit fournir une analogie crédible des possibilités non réalisées du monde empirique du destinataire. Donc, pour lui, si la forme nous est rendue étrange par quelconque procédé, elle mettrait en péril l'effet de distanciation que construirait l'univers fictionnel. La forme doit au contraire contribuer à naturaliser l'inédit, à l'enchasser habilement au monde de la fiction au moyen de stratégies classiques de narration qui nous font croire que nous assistons à une description fidèle du réel ou du monde fictionnel. C'est-à-dire, les descriptions des artefacts fantastiques doivent nous sembler scientifiques ou pseudo-scientifiques. Les paysages post-apocalyptiques doivent nous sembler logiques et le comportement bizarre des protagonistes. Il affirme d'ailleurs, first degree, là je vais m'excuser, c'est la prononciation de ce mot en anglais, defamiliarization, which is not based on a naturalized novum, is far rarer in sci-fi. It even contradicts the genre in certain ways. If the novum is not naturalized but made strange, sci-fi's central device, rendering the marvelous possible, is made obsolete. This is, in my opinion, the reason why sci-fi generally prefers a non-experimental mode of narration. La défamiliarisation est donc produite par la diégèse et non par les innovations formelles, qu'il appelle dans cette citation « first degree defamiliarization ». Pour Spiegel, donc, la force critique de la science-fiction réside dans sa capacité à rendre l'étrange familier, et non le contraire, à le raconter de façon factuelle et surtout réaliste. Donc, pourquoi c'est intéressant pour moi de faire ce détour-là, un détour risqué en regard de ma théorie d'historien de l'art, de ma formation d'historien de l'art qui n'a pas du tout rapport avec la théorie littéraire? Parce qu'une importante question est soulevée par cette réflexion de Spiegel sur les conditions préalables à la distanciation cognitive. Donc, les questions sont les suivantes. Est-ce que tout type d'innovation formelle qui échappe à la visée naturalisante de la science-fiction viendrait miner la force du récit et sa capacité à produire une distanciation cognitive? Qu'advient-il des science-fictions hypermédiatiques qui donnent accès à leur univers science-fictionnel par l'entremise d'interfaces interactives? Donc, c'est cette question-là que je vais explorer par l'entremise de l'œuvre Time Traveler TM. Donc, je vais revenir à l'œuvre, puis je vais vous la décrire immédiatement, qui combine un site web et une série de 9 courtes vidéos. Les épisodes sont des navigations filmées de scènes soigneusement orchestrées et jouées par plusieurs avatars dans le monde virtuel Second Life. Ils sont des documents filmés de performances en ligne, des machiniements. Les épisodes varient entre 5 et 12 minutes et racontent les périples de Hunter, que vous voyez juste ici, un Mohawk de Montréal en l'an 2121, qui se branche sur son système d'édu-loisir, son Time Traveler TM, qui est un néologisme, le mot édu-loisir, utilisé par la commissaire Peggy Gale, entre autres. Le premier épisode met justement Hunter dans son appartement montréalais, lorsqu'il songe à ses motivations avant d'enfiler les lunettes immersives. Il désire apprendre sur ses ancêtres et son histoire pour jeter un nouveau regard sur sa vie. On suit donc notre protagoniste au fil de ses plongées dans l'histoire des Autochtones. Du massacre du Minnesota en 1875 à la crise d'Oka en 1990, en passant par l'occupation de l'île d'Alcatraz en 1969, où il fait la rencontre de la jeune Karakwénawi. Ensemble et amoureux, ils se rendent au Mexique précolombien et au terme du récit vont entamer une nouvelle vie commune en 2121. L'œuvre a été exposée au Musée d'art contemporain pendant la Biennale de Montréal en 2014, circonstances grâce auxquelles nous avons découvert l'œuvre en question. La dimension hypermédiatique de l'œuvre avait néanmoins été sacrifiée lors de l'exposition. Les épisodes étaient projetés l'un après l'autre pour une durée totale de 75 minutes, et ce, en boucle. Les visiteurs arrivaient donc à un moment aléatoire de l'histoire et se contentaient de décoder les règles d'un univers futuriste ou de reconstituer l'entièreté du récit en restant finalement les 75 minutes dans la salle d'exposition. L'expérience de l'œuvre était donc considérablement limitée en regard de sa version en ligne. Car Time Traveler est d'abord accessible sur le web. Nous accédons aux courtes vidéos grâce à un site web, à une interface, qui a toutes les allures d'une page commerciale. On y vend des lunettes pour voyager dans le temps, ou plutôt pour s'immerger dans l'histoire grâce à un HUD sophistiqué, un heads-up display.
C'est-à-dire que les lunettes sont en fait deux interfaces de pointe munies d'un affichage tête-haute et d'un moteur de recherche. Donc, sous le menu About, on énumère les propriétés techniques de l'objet ainsi que les modalités interactives qu'il propose. Après la sélection de la date, l'usager peut choisir un mode passif d'observation, se voyant habiter les lieux historiques, ou un mode Intelligent Agent, qui lui permet d'interagir avec les figures du passé en incarnant un contemporain. On rassure également l'internaute dans la foire aux questions. Donc, à la question tout à fait rationnelle, « What if I meet my great-great-great-great-grandparent and we fall in love? » Les concepteurs de la page répondent « Go ahead, have a good time. » Time Traveler TM ne peut bouleverser l'histoire. Les lunettes se vendent quant à elles au prix de 2000 Linden Dollars, une devise propre au monde virtuel Second Life. Donc, l'internaute comme agent du récit, le performatif du web. Donc, l'œuvre de Skawinati comporte deux composantes distinctes, le site web et les machinima qui entrent en dialogue l'une avec l'autre. Nous verrons que cette remédiation en ligne du récit science-fictionnel met à profit le caractère performatif du web, une expression de Joanne Lalonde. Sa capacité donc à mettre en relation et à faire basculer l'internaute entre engagement et distanciation. Donc, débutons avec une analyse de l'interface web qui nous accueille avec le slogan publicitaire « Immerse yourself in history ». Sollicités comme consommateurs et potentiels acheteurs des lunettes futuristes, nous devenons immédiatement contemporains des protagonistes du récit. Donc, tout comme Hunter, nous pourrions rencontrer l'amour de notre vie lors d'une occupation politique et revivre les grands moments de notre histoire si, bien sûr, on achète le dispositif Time Traveler TM. Les machinima, présentés hors contexte en salle d'exposition, tiennent ici lieu sur le site de témoignages de clients satisfaits. Elles font office de matériel promotionnel. Les aventures d'Hunter donnent corps aux promesses des concepteurs du dispositif des du loisir. La capsule publicitaire que l'on retrouve sur le site est d'ailleurs la même que visionne Hunter dans le premier épisode, avant de succomber avant d'enfiler les lunettes. L'œuvre nous somme d'acheter l'appareil, de succomber au désir d'immersion complète. Sous Store, les internautes sont encouragés à visiter le magasin et à rencontrer les concepteurs du dispositif. Lorsque nous cliquons, nous sommes renvoyés à l'île Abtech dans le monde virtuel Second Life. Nous nous voyons donc offrir la possibilité de déambuler dans ce futur actualisé et à y prendre part en tant que contemporains. Nous pourrions aussi, en d'autres mots, devenir des avatars en mode Intelligent Agent. Le site est en outre daté à l'an 2121. J'ai d'ailleurs vu ce matin, complètement anecdotique, que Skawinati offrait des tours guidés de l'île Abtech et donc de ces lieux de l'histoire aussi dans un atelier à Toronto. Donc, notre univers est coextensible à celui des personnages, une continuité suggérée par ces stratégies formelles. Grâce à la sollicitation, l'internaute est plongé dans un futur imaginé par l'artiste, un futur interfacé par le site web, tout comme les avatars de Skawinati accèdent aux événements historiques par l'entremise d'une interface sophistiquée. Ces stratégies ont donc une fonction immersive. Elles visent à inclure l'internaute dans le récit. Cet effet d'engagement est intensifié par les nombreux renvois au machinima. L'internaute est amené à reproduire certains gestes, comme le visionnement de la publicité, et à faire l'exercice de l'immersion, quoique partiel dans notre cas. On voit ici de quelle façon Skawinati, par l'entremise d'une interface hypermédiatique, vient naturaliser l'inédit. Les lunettes pour voyager dans le temps deviennent une option tangible d'achat qui s'immisce dans nos navigations quotidiennes sur le web. Ce sont par conséquent nos habitudes de consommation qui font le pont entre le présent de l'internaute et celui de Hunter. Mêmes gestes, mêmes habitus. Évidemment, l'engagement n'est pas total ou même naïf. L'internaute l'interface se fait voir comme support et l'œuvre en soi est traversée de décalage, qu'il soit humoristique ou esthétique. Nous n'avons qu'à souligner l'aspect trois-dimensionnel des avatars, qui nous renvoie à une ère un peu surannée de la réalité virtuelle, ou même à la fonctionnalité Tell a Friend du menu secondaire, donc en bas du site, faisant surgir une fenêtre d'envoi de courriel qui a pour objet « Isn't this new Time Traveler TM product awesome? » Mais que l'interface se fasse voir comme outil de médiation ne mine pas la force du récit.
Au lieu de penser l'expérience du destinataire en deux temps, donc celui de l'engagement et celui de la distanciation, l'œuvre hypermédiatique encourage des rétroactions rapides et ponctuelles. L'internaute oscille constamment entre spectateur et acteur, tout comme Hunter, finalement, contrôle ses plongées immersives dans l'histoire. C'est donc en nous interpellant comme agent du récit, ou plus spécifiquement comme agent du futur, dans ce cas-ci, que Scawenati accroît l'effet de distanciation cognitive. Il en va de même de ce mouvement entre engagement et distanciation lorsqu'on plonge dans les machinima, répartis en grilles sous l'onglet « Épisode ». Tout d'abord, cette organisation en grille entraîne une lecture fragmentée des récits. Entre chaque vidéo, l'internaute est reconduit au site web où il a la possibilité de continuer le visionnement ou de s'attarder une fois de plus aux fonctionnalités du site. En fait, il serait plus juste de dire que le site web est toujours présent puisqu'il est impossible de sélectionner le mode plein écran. L'artiste fait le choix délibéré de conserver cette esthétique de l'accumulation où le site web et le machinima coexistent constamment. On peut d'ailleurs se demander si la présence persistante du cadre, ici on fait référence au site, ne fait pas référence au heads-up display dans les lunettes Time Traveler TM qui ont pour fonction de situer l'avatar dans le temps et l'espace, et donc de situer l'internaute par jeu d'analogie. À cet effet, il est intéressant d'observer ce jeu sur la multiplication des écrans et sur les couches de médiation. Mais pour ce faire, je vais revenir brièvement sur le récit de Hunter de manière à explorer l'un des exemples saillants de cette multiplication. Des temporalités, on le verra des écrans et des temporalités. Et là, c'est comme un spoiler alert, donc vous allez connaître l'histoire, c'est un peu plate, mais vous irez visiter l'œuvre quand même. Donc, les machinima racontent les immersions justement de Hunter, mais qui est en fait la toile de fond d'une histoire d'amour. Si Hunter débute ses explorations de manière autonome, il fait rapidement la rencontre de Kara Kouenaoui. La jeune historienne de l'art, originaire de l'an 2011, trouve une paire de lunettes Time Traveler TM dans une église lors d'une recherche de terrain pour son projet universitaire. Elle reconnaît Hunter, qu'elle a rencontré en 1990 lors de la crise d'Oka lorsqu'elle avait 4 ans. Cette première rencontre en 1990 entre les deux protagonistes correspond à la deuxième immersion de Hunter dans le système des loisirs. Kara Kouenaoui décide ensuite d'enfiler les lunettes et fait la connaissance, cette fois-ci de manière très intime, de Hunter lors de l'occupation de l'île d'Alcatraz en 1969. Leur relation éclot en un rien de temps et Hunter est vite confronté à son quotidien sans elle lorsqu'il n'est pas connecté. Pour remédier à la situation, il décide de participer au concours du Most Extreme Time Traveler pour gagner une somme faramineuse d'argent et l'utiliser pour offrir une vie de rêve à Kara Kouenaoui. Il remporte le concours lors d'une immersion en 1490 avant Jésus-Christ, lorsqu'il décide de servir d'offrande sacrificielle au terme d'un festival maya. À la toute fin de la série, Hunter et Kara Kouenaoui reçoivent, dans leur grand appartement luxueux, les producteurs de la série Time Traveler TM pour l'inauguration de la série de télé-réalité mettant en scène ce Most Extreme Time Traveler TM, soit Hunter lui-même. Donc, le récit, et non plus seulement le dispositif, nous interpelle comme témoins ou comme protagonistes. Les épisodes de télé-réalité diffusés dans cette ultime scène, c'est la dernière scène de la série, sont les mêmes 9 épisodes que nous venons tout juste de visionner. Nous retournons donc à la case départ, invités par l'œuvre à revivre l'expérience, ou sur une note peut-être plus conceptuelle, nous sommes aspirés par le récit comme l'un des maillons dans cette mise en abîme. Nous observons ici l'avatar qui s'observe en tant qu'avatar dans une immersion virtuelle. On multiplie non seulement les écrans, mais l'esthétique, comme l'image l'atteste, est celle d'une superposition des fenêtres, qui rend compte justement de la multiplicité des points de vue ou, dans le cas de la mise en abîme, de leur convergence. Cette superposition qu'on taxerait habituellement de projeter le spectateur hors de l'œuvre, puisqu'elle nous ramène au site web et à son support, tend plutôt ici à nous convoquer. Notre point de vue est rendu équivalent à celui d'Hunter, il est incorporé dans l'œuvre. Le chevauchement des écrans dans l'œuvre de Scawenati produit donc un sentiment de continuité temporelle avec les personnages historiques et futuristes qui sont représentés dans le récit. Plusieurs incohérences narratives nous font néanmoins prendre un recul par rapport à la vision futuriste proposée par Scawenati. Donc, comment Kara Kouenaoui peut-elle vivre dans le futur sans ses lunettes?
Ou comment Hunter a-t-il pu rencontrer la vraie Karakouénaoui en 1990 si les immersions proposées par le dispositif Time Traveler TM sont des reconstructions fidèles du passé? Hunter est-il tombé en amour d'un avatar complexe et réaliste, ou est-ce que le dispositif a été victime d'un glitch majeur? Dans le 7e épisode, Karakouénaoui, bien consciente de ses contradictions, fait parler Hunter, qui lui évoque la magie et la pixie dust pour expliquer ces occurrences qui ne se plient pas justement aux règles du système. Ces contradictions sont donc insolubles. Le récit de science-fiction de Skawénati n'est peut-être que la manifestation d'un désir utopique, un désir par définition irréalisable, d'où le surgissement inévitable de contresens. Il est peut-être également délibérément modelé pour séduire ou persuader l'internaute consommateur. En effet, l'histoire d'amour ne peut avoir lieu qu'à condition de bouleverser les conventions de cet univers, les règles qui sont explicitées sur le site web également. Enfin, l'artiste souhaite peut-être nous éveiller aux failles de tout type de récit, qu'il soit science-fictionnel ou historique. La visée de l'œuvre, après tout, est très certainement de critiquer l'histoire coloniale et de la revisiter à travers les yeux d'un jeune autochtone à la recherche de ses racines. Donc, l'analyse attentive des machinima fait donc également état de ce va-et-vient entre engagement et distanciation qui rythme notre exploration de l'œuvre. Cela s'explique entre autres par le fait de l'interrelation entre le site web et les machinima qui, séparément, auraient généré une autre œuvre complètement. C'est le dispositif hyper-médiatique, parce qu'il combine en son sein plusieurs types de médias qui peut produire ces effets hétérogènes. Il en ressort donc une œuvre complexe qui dépasse les simples oppositions entre forme et contenu. Je conclus. L'œuvre hypermédiatique engendre une expérience distincte, on l'a vu, du récit de science-fiction qui sert les visées critiques de l'œuvre. Ces visées, nous l'avons compris, sont politiques. L'artiste veut nous faire réfléchir sur notre rapport à l'histoire. Elle tente par une série de stratégies de nous inciter à penser même l'histoire activement, comme récit à faire et à refaire, dans lequel on est inclus littéralement. La remédiation en ligne du site web s'avère donc particulièrement opérante pour mettre en lumière ces différents enjeux. Non seulement parce qu'elle combine plusieurs médias, on vient tout juste de le mentionner, mais parce qu'elle implique l'internaute. La dimension performative de l'interface web se déploie pourtant de façon assez sobre. Ce sont les mises en page ou l'ensemble des sollicitations qui constituent l'essentiel de l'effort d'intégration. On est loin des modalités interactives très spectaculaires. C'est la vision futuriste, finalement, qui demeure au cœur du récit. En regard de ce constat, il convient de revenir un peu sur le dilemme soulevé par Spiegel, énoncé en introduction. Nous nous demandions si la capacité de l'œuvre de science-fiction à produire un effet de distanciation cognitive était mise en péril par l'introduction d'innovations formelles. Ces innovations formelles, rappelons-nous, qui échapperaient à la visée naturalisante. Donc l'œuvre de Skawénati nous porte plutôt à croire que l'hypermédia peut produire une autre dynamique. Donc loin de miner le récit, l'alternance entre le site et les machinima, ainsi que l'interaction de l'internaute amplifie sa force critique. Un sentiment de continuité créé par l'interface qui devient le point d'ancrage de notre relation au récit et au protagoniste. Voyons, donc nous proposons que cet engagement de l'internaute accroît l'effet de distanciation cognitive que Suvin attribue à la science-fiction. La simple analogie entre le monde fictionnel et le monde empirique du destinataire est ici dépassée. Les relations de similarité entre les deux univers ont été mises en acte par l'œuvre, pas seulement représentées, mais vécues. J'ai envie de dire aussi, peut-être en écho au propos de Lionel Ruffel hier soir, que cette science-fiction de Skawénati est peut-être réellement contemporaine, au sens où elle rassemble plusieurs temps et plusieurs voix, en nous incluant dans l'œuvre. Le modèle rigide des théoriciens évoqués en introduction ne peut rendre compte finalement de ces nouveaux modèles de narration. Nous terminons en évoquant le fait que l'hypermédia instaure peut-être même un rapport éthique à l'œuvre ou au récit en nous incluant, parce que Skawénati vient vraiment nous responsabiliser dans notre rapport à l'histoire. Donc, est-ce que notre vision du futur implique l'inclusion des communautés autochtones? C'est la question qu'elle nous pose. À l'instar d'Hunter, donc, on est convié à jeter un nouveau regard sur l'histoire coloniale et de prendre acte de cette histoire. Merci beaucoup.